Bonjour et bienvenue chez Agora, ici Télévision. J'accueille avec plaisir Monsieur Marcos Ancelovici, professeur titulaire du département de sociologie à l'Université de Québec à Montréal, spécialisé de l'action collective. Il travaille sur les luttes pour le droit au logement de Montréal, New York et Santiago. Il vient de faire paraître tout récemment, en 2025, chez Presse Université de Montréal, sous sa direction, le livre « Gentrification et résistance à Montréal ». Voici. Alors, Monsieur Ancelovici, bonjour. Bonjour. Alors, je vous souhaite la bienvenue chez Agora. Donc, gentrification et résistance à Montréal, il y a des contributions d'urbanistes ici, des gens spécialisés sur la question. Qu'est-ce qui vous a poussé, dans un premier temps, à vous intéresser au phénomène de la gentrification à Montréal? Est-ce que c'était le suicide du monsieur de l'arrondissement Verdun après 40 ans, après avoir reçu un avis d'expulsion? Est-ce que c'était ça ou bien la question était justement constituée un centre d'intérêt pour vous? La question était déjà présente. Disons que le suicide, ça m'a permis d'illustrer de façon très très vive, très criante les impacts possibles de la gentrification. Mais ça faisait déjà longtemps que dans les médias, c'était un sujet de débat, un sujet d'actualité. Et de plus en plus, avec l'augmentation des loyers à Montréal, avec la raréfaction en fait, des logements abordables, de plus en plus, c'est devenu un sujet qui mobilisait les populations, plus des milieux populaires, de plus en plus de la classe moyenne aussi, qui a de plus en plus de mal à accéder à des logements. Ce qui fait que quand il est arrivé ce suicide, c'était une façon, disons, très symbolique mais très criante de montrer à quel point la gentrification peut faire mal, peut causer des dégâts, en l'occurrence peut tuer. Alors évidemment c'est un cas extrême, un cas dramatique, heureusement pour nous, tout le monde ne se suicide pas lorsqu'on les loyers augmentent, mais c'est une façon de montrer à quel point il y a des drames humains derrière des statistiques, derrière les déclarations générales des politiciens, comme si tout ça était simplement finalement une question de juste, peut-être que les loyers seront... Il faut se serrer un peu la ceinture, ou on n'a pas exactement le logement qu'on voudrait, ou on ne vit pas exactement dans le quartier qu'on voudrait. Mais finalement, c'est un problème de choix de consommateurs contrariés, alors qu'en fait, dans la réalité, il y a vraiment des drames humains. Il y a des populations, pas toutes, mais il y a des populations qui souffrent énormément de ces pressions générées par la gentrification. Bien, alors, ce livre, il regroupe, comporte des textes de spécialistes d'urbanisme, de la géographie, des mouvements sociaux et de l'histoire de la transformation urbaine. Les contributions de bien des auteurs, on citerait entre autres Hélène Bélanger, Jean-Vincent Bergeron-Gaudin, Geneviève Brault, Fred Buril, Alex Fortin, Émilie Joly, Maxime Roy-Allard, Ted Rutland, Amy Twige-Molessi, Patricia Vianney, etc. De ce fait, Montréal a été longtemps perçue comme une ville accessible. À quel moment justement cette dynamique a-t-elle basculé? Est-ce que c'était avec l'organisation du secteur urbain à Montréal liée à l'histoire raciale de la ville ou du pays? On peut dire qu'il y a un tournant entre 2005 et 2010. Il commence à avoir une accélération. La gentrification ne commence pas il y a 10 ans ou 15 ans. C'est des processus structurels qui se déploient sur le long terme. Donc, quand je parle de long terme, sur des vingtaines, trentaines, voire quarantaines d'années. Montréal, jusqu'aux années 2000, plus ou moins, était considérée comme vraiment une des villes les plus abordables en Amérique du Nord. Surtout si on compare au Canada avec Toronto ou Vancouver, où là les prix sont beaucoup plus élevés depuis déjà longtemps. Montréal restait vraiment comme un cas à part, en fait. Montréal, c'est à peu près 2/3 de la population qui est locataire, donc c'est différent du reste du Québec. En dehors de Montréal, c'est 1/3 de la population qui est locataire. Les gens sont plutôt propriétaires. Mais à Montréal, sur l'île de Montréal, les 2/3 de la population sont locataires. Et ça restait un cas à part où on pouvait quand même, pour les étudiants, pour les gens à bas revenus, pour les artistes, se loger convenablement à des prix beaucoup plus abordables qu'ailleurs. À partir des années 2000, il commence à avoir une baisse du taux d'inoccupation. Donc, en gros, il y a de moins en moins de logements disponibles, mais il y a aussi une transformation du type d'offre qui s'accélère à partir de 2010, surtout, où là, on voit l'explosion des condominiums de luxe, des tours qu'on voit surtout au centre-ville, évidemment. Donc là, il y a une construction, il y a une offre de logement, mais cette offre, elle est pour une clientèle très particulière, des gens qui sont beaucoup plus riches, on peut dire, qui ont plus de moyens financiers. C'est des logements aussi plus petits, donc moins ouverts aux familles. Donc on vise un type de population, en gros, des jeunes professionnels qui n'ont pas d'enfants et qui ont les moyens d'acheter ou de louer des appartements bien placés dans les quartiers centraux, mais à des prix très élevés. Donc là,
ce qu'on voit, c'est que un phénomène qui était relativement marginal, la gentrification dans les années 80-90, par exemple, c'était surtout le plateau Mont-Royal, le Myland, et c'était vraiment Oui, à petite échelle, des rénovations de logements, quelques petites constructions, mais ça restait très localisé. À partir des années 2000 et surtout 2010, dans les quartiers centraux, Ville-Marie, mais aussi le long du canal de la Chine, ça s'accélère avec, disons, la revitalisation du canal de la Chine avec plein de nouvelles constructions. Dans le sud-ouest aussi, Griffintown, où on voit la oui. multiplication des tours de condominium dans Griffintown, alors qu'avant, il y avait très peu de logements dans ce quartier-là. Là, c'est vraiment à partir de rien. On construit plein de tours, encore une fois, pour une clientèle très précise, pas pour les milieux populaires, pas pour les classes moyennes avec peu de revenus. On vise vraiment une clientèle plus fortunée. Et puis après, Verdun aussi qui a commencé à gentrifier. Puis maintenant, même les quartiers qui historiquement étaient plutôt épargnés par ce type de phénomène, les quartiers plus pauvres, je pense par exemple à Hochelaga Maisonneuve ou Parc Expansion, où il y a beaucoup de populations issues de l'immigration, mais même dans ces quartiers, on commence à voir aussi un phénomène de gentrification lié à la construction de nouveaux condominiums pour une population plus aisée, mais aussi à des processus de rénoviction, donc où les gens rachètent plusieurs duplex ou triplex, rénove généralement des rénovations superficielles, donc rénove très rapidement à coût modique pour remettre sur le marché le logement, mais à prix beaucoup plus élevé. Et là, les anciennes populations qui n'ont pas les revenus nécessaires pour payer de tels loyers sont forcées de se déplacer plus vers la périphérie. Et ce sont de nouvelles populations mieux nanties qui profitent de ces nouveaux logements. Donc, évidemment, très bien pour ces nouvelles populations. Mais l'enjeu, c'est qu'est-ce qu'il arrive, qu'est-ce que deviennent ces anciennes populations qui sont moins fortunées, où est-ce qu'elles vont, où est-ce qu'elles peuvent se loger, dans quelles conditions, et qu'est-ce que ça implique aussi comme type comme bris de lien social pour leur enracinement dans le quartier, dans leur communauté. Excellent. On va faire une pause et on revient dans les prochaines minutes, mesdames et messieurs. J'accueille M. Marcos Ancelovici, qui fait paraître ce livre Gentrification et résistance à Montréal. Sur la direction, il y a des textes de beaucoup de spécialistes à l'intérieur. On parle de ce sujet assez sensible, de la gentrification de manière générale, et résistance, gentrification et résistance à Montréal. Là. On va retourner, on va continuer la discussion, on va le faire après la pause. Restez avec nous. De retour avec vous, mesdames et messieurs, chez Agora, ici Télévision. Kamal Benkiran avec vous. Gentrification et résistance à Montréal, sous la direction de Marcos Ancelovici, mon invité de ce jeudi chez Agora. Alors, monsieur Ancelovici, est-ce qu'il y a une spécificité montréalaise dans la gentrification comparativement à d'autres villes nord-américaines comme New York ou comme Toronto? Pas vraiment, c'est-à-dire que le livre parle de gentrification au pluriel, Oui. pour souligner qu'il y a un processus générique, structurel, qui est lié au fonctionnement de l'économie de marché. Donc le fait que le capital circule, quand il y a du bâti qui est dévalorisé ou des terrains qui sont dévalorisés, il y a ce qu'on appelle un différentiel de rentabilité foncière, c'est-à-dire qu'en gros, des promoteurs immobiliers ou des investisseurs voient dans ces terrains et dans ce bâti une façon de le faire fructifier et d'avoir des retours sur investissement. Donc ça, c'est générique, ça arrive dans toutes les villes du monde, on peut dire. C'est lié au fonctionnement de l'économie de marché. Après, la forme concrète que ça va prendre, la forme précise que ça va prendre, ça va varier selon les villes et même selon les quartiers. À Montréal, par exemple, la gentrification du plateau et du Myland n'est pas la même que celle qu'il y a à Verdun, que celle qu'il y a dans le sud-ouest avec Griffintown ou Pointe-Saint-Charles, de celle qu'il y a dans l'arrondissement de Ville-Marie en plein centre-ville. Ça dépend en gros du type de terrain disponible, ça dépend du type de commerce, du type de transport disponible et jusqu'à quel point on peut dans des quartiers potentiellement pour les investisseurs gagner de l'argent. Parce que s'ils ne gagnent pas d'argent, ils ne vont pas investir. Il y a une logique de rentabilité. Dans toutes les villes nord-américaines, une logique. Après, encore une fois, à New York par exemple, la gentrification dans Soho, dans le sud de Manhattan, qui est liée plutôt à la transformation d'anciens entrepôts, d'anciennes usines en loft, un peu comme on a le long du canal de la Chine, est différent de ce qu'on voit dans Brooklyn, dans un quartier comme Williamsburg, où là c'est plutôt à petite échelle avec quelques endroits industriels, mais surtout des rénovations de logements et des fois des nouvelles constructions. Donc
Selon les quartiers, en fonction de ce qui est disponible, ça va prendre une forme ou une autre, et puis après, dépendamment des lois, des politiques publiques, ça peut varier. Mais il y a un processus générique qui est comment des investisseurs veulent profiter d'un différentiel de rentabilité foncière pour, encore une fois, réussir à faire fructifier les investissements. Si ces investisseurs ne gagnaient pas d'argent dans le processus, ils n'investiraient pas. Donc, et à ce niveau-là, c'est totalement générique. Le seul acteur qui, des fois, joue un rôle qui est plus ou moins similaire au secteur privé, c'est l'État. L'État peut décider de transformer un quartier, de développer un quartier en favorisant l'investissement avec des avantages fiscaux, en changeant de zonage pour qu'on puisse densifier le quartier, d'avoir des immeubles avec plus de logements, plus élevés, plus d'unités par immeuble. Ça, c'est les politiques publiques, mais il faut généralement qu'il y ait du capital privé qui soit investi. Et à ce niveau-là, que ce soit à Montréal, Toronto, New York, Vancouver, Los Angeles, c'est le même processus. Très bien. Alors, comment la gentrification peut-elle, par exemple, transformer la culture d'un quartier, notamment dans les lieux comme le Milan de Hochelaga ou encore à Berry-UQAM, par exemple? La transformation est généralement relativement graduelle, c'est-à-dire que ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain, mais ça ne se fait pas non plus sur 50 ans. Dans la mesure où la gentrification implique par définition une recomposition sociale du quartier, c'est-à-dire qu'on voit une population mieux nantie, donc avec des revenus plus élevés, avec un niveau d'éducation plus élevé, qui arrive dans le quartier et qui graduellement déplace la population plus ancienne, qui est donc généralement moins scolarisée, avec des revenus plus bas. Ça veut dire que cette nouvelle population va aussi graduellement imposer ses goûts, ses préférences, son sens de l'esthétique. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un déplacement physique, parce que les populations plus anciennes, sont contraintes de se déplacer, mais il y a aussi un déplacement culturel. Et donc, on voit de nouveaux commerces apparaître, par exemple des cafés plus branchés, plus spécialisés, des boutiques de vêtements ou des boutiques, disons, pour des produits très, très nichés, qui sont plus chers généralement, que la population ancienne ne peut pas consommer, parce qu'elle n'en a pas les moyens, mais aussi parce que ce n'est pas non plus dans ses goûts, dans ses préférences. Et là, on voit les types d'offres commerciales du quartier graduellement changer, ce qui fait que les populations plus anciennes se reconnaissent elles-mêmes de moins en moins dans leur quartier, ont de moins en moins d'endroits où consommer, parce que les commerces plus anciens, qui étaient plus accessibles à la population plus ancienne, eux-mêmes disparaissent graduellement, parce qu'ils n'ont plus suffisamment de clientèle, parce que les loyers et les taxes foncières augmentent dans le quartier, donc les commerçants n'ont plus les moyens non plus de rester dans le quartier. Oui. Ils sont eux aussi contraints de se déplacer. Et donc finalement, on a tout le tissu commercial du quartier commence à changer, et on commence à voir des lieux qui avant étaient très accessibles pour la population plus ancienne, qui ne sont plus là. Et les nouveaux commerces sont vraiment visent, disons, une clientèle plus aisée, avec un niveau de scolarité plus élevé, donc avec un type de consommation différent. Et là, on voit finalement la vie sociale et culturelle du quartier qui change. Il y a des choses qui sont bien, tout n'est pas négatif. Donc, qu'il y ait une offre culturelle plus riche, qu'il y ait des librairies ou des galeries d'art qui ouvrent, des salles de spectacle qui ouvrent, a priori, c'est bien. Personne, a priori, est contre au fait qu'il y ait une offre commerciale plus diversifiée, riche au niveau culturel. Le problème, c'est de un, pourquoi est-ce qu'il a fallu attendre que des gens plus fortunés arrivent dans le quartier pour que les pauvres ou les milieux populaires bénéficient de certains services culturels? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu d'investissement de la part des autorités publiques pour que les classes populaires ou la classe moyenne, elles aussi, bénéficient de services culturels? Puis deuxièmement, pourquoi est-ce qu'il faut que les nouveaux arrivants, ou disons la consommation des nouveaux arrivants, se fasse aux dépens des populations plus anciennes? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas des dispositifs qui permettraient aux commerces ou à certains lieux de subsister malgré l'augmentation des loyers, malgré l'augmentation des taxes foncières, pour que les populations plus anciennes puissent encore avoir leur milieu social, leur lieu de consommation, leur lieu de socialisation aussi, où les gens se retrouvent régulièrement au café entre eux pour discuter ou jouer aux cartes, lire le journal, quoi que ce soit. Tous ces lieux-là sont très très importants pour la vitalité d'une communauté. Sans ces lieux-là, les gens ne se fréquentent plus, il y a une atomisation, une fragmentation de la vie sociale, et ça contribue encore à affaiblir les liens de solidarité entre les résidents du quartier. Donc, même s'il y a une nouvelle offre culturelle qui peut avoir des aspects positifs, il est fondamental qu'il y ait des dispositifs mis en place pour que les lieux de socialisation et de consommation plus anciens, qui visent la population moins fortunée, puissent quand même subsister, ne serait-ce qu'en partie, pour pas que tout se fasse selon une logique de somme nulle, où l'arrivée de nouvelles populations finalement colonise tout l'espace
des anciennes populations. Excellent. Encore une pause, mesdames et messieurs, et on revient dans les prochaines minutes. J'accueille Marcos Ancelovici, qui a dirigé ce livre-là, Gentrification et résistance à Montréal. On vous revient. De retour avec vous, mesdames et messieurs, chez Agora, ici Télévision, Gentrification et résistance à Montréal. Sur la direction de Marcos Ancelovici, mon invité, chez Agora. Alors, il y a un texte intéressant d'Émilie Joly, entre autres, où il est question de socialisation comme réponse à la gentrification. Quelle politique publique, M. Ancelovici, justement, pourrait réellement limiter les effets, négatifs de la gentrification? Une des politiques ou une des revendications centrales du mouvement pour le relogement au Québec, historiquement, mais pas que au Québec, c'est le fait de, disons, s'assurer qu'il y a une portion du parc locatif, idéalement tout le parc locatif, mais en tout cas, de façon plus réaliste, on va dire une portion du parc locatif, qui soit retirée du marché. Donc, ce qu'on appelle la démarchandisation. Retirer du marché, c'est ce qu'on appelle le logement social. Ça veut dire qu'il n'est pas soumis aux fluctuations de prix, à l'offre et la demande, comme en économie de marché, mais qu'il est plutôt régi par d'autres principes, par des principes, par exemple, de redistribution sociale, par des principes d'accessibilité, par des principes de solidarité, et c'est pour permettre que des populations avec des revenus plus bas, ou des fois avec des enjeux de santé qui réduisent leur mobilité, puissent avoir accès à des logements décents, qu'elles pourront se payer dans des quartiers qui ne soient pas périphériques, dans des quartiers relativement centraux. Ça, il n'y a que le logement social qui puisse le faire de façon effective. Un des problèmes, c'est évidemment qu'il y a beaucoup plus de demandes que d'offres. Il y a des listes d'attente énormes pour le logement social. Les États, les gouvernements, quelle que soit leur orientation politique, depuis une trentaine d'années, investissent de moins en moins dans le logement social, ce qui fait qu'évidemment, il y a de moins en moins de construction et donc de moins en moins d'offres. Et donc à ce niveau-là, les groupes au Québec, depuis très longtemps, depuis plusieurs décennies, demandent qu'il y ait une véritable politique de logement social et donc qu'il y ait des investissements massifs de l'État pour permettre la construction de nouveaux logements qui viseraient cette population moins fortunée. Parce qu'encore une fois, on peut bien avoir plein de tours de condominiums de luxe au centre-ville de Montréal, et on va dire, ah, mais il se construit plein de logements à Montréal, pourquoi les gens se plaignent qu'il n'y a pas de logement? Parce que ces logements ne sont pas accessibles. Si on construit plein de tours de luxe, c'est peut-être très bien pour les professionnels qui n'ont pas de famille, qui ont des revenus élevés, très bien pour eux. Mais pour le reste de la population, ça ne règle pas le problème. Donc pour cette population avec des familles ou moins fortunées, il faut des logements accessibles. Le logement social est une façon de garantir que cette population aura accès à un logement décent dans des quartiers relativement centraux, dans des villes européennes comme Paris, par exemple, où c'est une des villes les plus chères au monde, où le logement est très très cher. À Paris, l'immobilier est très très cher. Il y a quand même dans Paris comme tel, la ville de Paris, il y a à peu près 20% des logements du parc locatif qui sont des logements sociaux. Et ça a augmenté en fait ces dernières années. Cette présence de logement social dans la ville de Paris a permis aux populations des milieux populaires de ne pas être reléguées à la périphérie, à la grande banlieue, et de rester dans les quartiers centraux, et ainsi d'être plus proche du travail, d'être plus proche des lieux de sociabilité, de vie culturelle, de vie artistique, et de profiter aussi des bénéfices qu'une grande ville a à offrir. Mais pour ça, il faut qu'il y ait une infrastructure, il faut qu'il y ait surtout une volonté politique d'investir dans ce domaine. Parfait. Est-ce qu'une gentrification culturelle, par exemple, peut-elle s'interposer comme une esthétique des milieux populaires, dans le sens aussi du rôle que peuvent jouer les artistes et les intellectuels dans la gentrification culturelle de leur quartier? Des fois, dans certaines études, on montre le fait que les premiers acteurs, ou ce qu'on appelle les pionniers de la gentrification dans certains quartiers populaires, sont les artistes et les étudiants. Pourquoi? Parce qu'ils sont généralement... ils n'ont pas beaucoup de revenus, généralement, sauf les artistes qui ont beaucoup de succès, mais ils sont une minorité, généralement. Ces populations ont un niveau de scolarité plus élevé, ont des goûts esthétiques qui sont, on va dire, plus nichés ou sophistiqués que la moyenne, et ont des fois une capacité pour s'approprier certains espaces qui étaient relégués ou abandonnés, et les transformer en lieux de consommation culturelle. Ce que ça va faire dans un quartier, c'est qu'il va y avoir des activités
qui vont être mises en place, qui vont être organisées, des concerts, des débats, des soirées de projection, des expositions de peinture en direct ou des tableaux, des débats politiques ou des séances d'éducation populaire, de formation. Tout ça, c'est très très bien. Ça fait vivre le quartier, ça peut même redonner vie à des quartiers, à des sections de quartiers qui étaient relativement abandonnées. Et ça va attirer l'attention de populations qui vont vouloir se rapprocher de ces lieux d'activité culturelle. Donc, encore une fois, là, ça va être les étudiants, les artistes, et après, graduellement, les classes moyennes, plus scolarisées, qui trouvent ça bien, qui trouvent ça même cool, qui trouvent que c'est un milieu à la fois populaire et en même temps vivant. Donc, ça les attire au niveau du type de consommation auquel ils aspirent. Mais ça va aussi attirer les promoteurs. Les promoteurs vont voir qu'il y a là un potentiel, et qu'en fait, c'est un lieu dans lequel il faut investir, soit en rénovant des vieux immeubles, soit en construisant, parce ils sentent bien qu'il y a une demande qui est en train de se développer, et que là, ils vont pouvoir réussir à rentabiliser les investissements. Il y a des quartiers à Montréal, je pense par exemple à Pointe-Saint-Charles, où il y a eu des lieux qui ont été repris par des groupes militants, par des groupes artistiques, par des groupes communautaires, qui ont permis de faire vivre des espaces de vie, des espaces sociaux, culturels, politiques, dans des quartiers populaires. Ce qui est très positif, c'est en plus de façon auto-organisée, collective. Un des effets, par contre, un petit peu moins positif, c'est qu'autour de ces espaces de vitalité culturelle, sociale et politique, il y a l'activité aussi immobilière qui se développe, et ça contribue à la gentrification du quartier. Donc c'est une ville, c'est quelque chose de dynamique, d'organique. On ne peut pas la figer dans le temps, on ne peut pas prétendre qu'on va pouvoir atteindre un équilibre, que ça ne va jamais bouger, ça change tout le temps. L'enjeu, c'est être conscient, en fait, des coûts, des bénéfices dans la configuration qu'il y a, essayer de l'orienter de telle façon que la distribution des coûts et des bénéfices ne bénéficie pas qu'à une seule partie de la population, mais idéalement à l'ensemble, en tout cas au plus de monde possible. Excellent. Gentrification et résistance à Montréal sous la direction de Marcos Ancelovici. Merci beaucoup, M. Ancelovici, d'avoir répondu à notre invitation. Donc, c'est un livre qui est disponible, on va dire, dans les librairies déjà. Oui. Il est déjà disponible, donc édité chez les presses d'Université de Montréal. Merci à vous, merci de votre continuel intérêt, mesdames et messieurs. Kamal Benkiran avec vous. Prochain rendez-vous jeudi, comme d'habitude, à 15h30 chez Agora, ici Télévision, Montréal, Québec, Canada. Portez-vous bien. Au revoir.